Alors, dans la précédente vidéo, on a expliqué ce que c'était qu'un intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Et bien maintenant, on va expliquer l'intervalle de fluctuation dans le cas général. Mais pour le comprendre, il faut absolument que vous ayez vu la précédente vidéo, donc au seuil de 95%. Et pour cela, cliquez sur le lien qui va s'afficher en haut à droite. Alors, je voudrais quand même rappeler rapidement comment ça fonctionne. Imaginez, je vous dis, voilà, dans la population française, il y a 15% de gauchers. Et vous voulez vérifier cette affirmation. Comment vous allez procéder? Vous allez d'abord construire un échantillon, c'est-à-dire que vous allez interroger un certain nombre de personnes et leur demander s'ils sont gauchers ou pas. Et la taille de cet échantillon, on va l'appeler N. Alors ensuite, vous allez déterminer l'intervalle de fluctuation en utilisant cette formule. Ici, P, c'est la proportion qu'on veut vérifier. On veut vérifier qu'il y a 15% de gauchers. Et N, c'est la taille de notre échantillon. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remplacer et vous obtenez un intervalle qu'on appelle intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que si réellement dans la population il y a 15% de gauchers, eh bien dans votre échantillon, la fréquence des gauchers doit être proche de 15%. Et si la fréquence des gauchers que vous constatez dans votre échantillon, donc comment vous allez faire? Vous prenez un échantillon, donc par exemple 100 personnes, et vous allez interroger à chaque fois les personnes et leur demander est-ce que vous êtes gaucher ou pas. Vous allez calculer le nombre de gauchers divisé par le nombre de personnes que vous avez interrogées et ça vous indique la fréquence. Et si cette fréquence s'écarte trop de 15%, la proportion de gauchers que je vous ai donnée, eh bien ça veut dire sans doute que la proportion indiquée de 15% est fausse. Et si F, la fréquence des gauchers dans l'échantillon, ne s'écarte pas trop, eh bien sans doute ce que je vous ai dit n'est pas incohérent. Et donc, plus mathématiquement, si la fréquence n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation, ça veut dire que la fréquence s'écarte trop de P, et donc, c'est ce qui est écrit ici, on va rejeter l'affirmation comme quoi il y a 15% de gauchers. Mais attention, on risque de rejeter à tort cette affirmation, il y a une probabilité de 5% de rejeter à tort. Et si la fréquence appartient bien à l'intervalle de fluctuation, comme ça ne s'écarte pas trop, on ne peut pas rejeter l'affirmation, donc on l'accepte. Donc voilà comment fonctionne un intervalle de fluctuation. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ça qui est très important, c'est que si la fréquence n'appartient pas à cet intervalle, ça veut dire que vous rejetez l'affirmation qu'on vous donne, mais vous avez 5% de chance de rejeter à tort, donc de vous tromper. Et donc l'idée, c'est de vouloir réduire le risque de rejeter à tort l'affirmation. Donc par exemple, on pourrait avoir envie, au lieu de prendre un risque de 5% de rejeter à tort, eh bien de prendre uniquement un risque de 1%, c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Et pour cela, il faudra plus travailler avec un seuil de 95%, mais avec un seuil de 99%. Et donc, si par exemple, on veut que notre risque de rejeter à tort soit plus de 5%, mais de 1%, il faudra travailler avec un intervalle de fluctuation au seuil non pas de 95%, mais de 99%. Et pour travailler avec un autre seuil que 95%, eh bien on utilise la même formule pratiquement que ici, mais le 1,96 ici, il est remplacé par U de alpha, et on va expliquer maintenant comment déterminer ce U de alpha en fonction du seuil qu'on a. Alors, première chose très importante à comprendre, le alpha qu'on a ici de U de alpha, il correspond à notre 1%, le risque de rejeter à tort. Donc 1%, ça correspond à alpha. Donc autrement dit, ici c'est quoi 99%? C'est 100%, c'est-à-dire 1 moins alpha. Donc ici vous avez 1 moins alpha. Et remarquez bien ici, intervalle de fluctuation au seuil de 1 moins alpha. Par exemple, tout à l'heure, on a travaillé, dans la vidéo précédente, au seuil de 95%. Donc 0,95 correspondait, ça, 0,95 correspond à 1 moins alpha. Autrement dit, alpha, c'est quoi? C'est 1 moins 0,95. Vous isolez alpha, ça fait 1 moins 0,95, c'est-à-dire 0,05. Donc j'insiste bien, quand on vous dit on travaille au seuil de 95%, ce 95% correspond à 1 moins alpha. Et donc alpha, lui, c'est 0,05, le complément pour aller à 1. Donc, si on veut que notre risque de rejeter à tort soit de 1%, ça veut dire que notre alpha ici, il vaut 1%, c'est-à-dire c'est U de 0,01. Alors, comment on calcule U de 0,01? Eh bien, ce nombre, il faut revenir un peu en arrière, on va prendre une loi normale centrée réduite, ça veut dire que la courbe est symétrique par rapport à l'axe d'ordonnée. Eh bien, U de 0,01, c'est le nombre tel que
entre U de 0,01 et son opposé, donc moins U de 0,01, eh bien ici, il y est quoi? Il y est tout simplement 99%. Mais 99% de quoi? De l'air total sous la courbe. Or, l'air total sous la courbe d'une densité, vous savez qu'ici, l'air total, c'est 1. Donc ici, si l'air total, c'est 1, comme la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées parce que c'est une loi normale centrée, eh bien, ça veut dire que l'air blanche ici qu'on a là et là, si je les additionne toutes les deux, ça me fait 1%. Donc là, on a la moitié de 1% et là aussi. Donc là, on a 0,005, la moitié de 1%. Et là, on a l'autre moitié. Et si on additionne les trois, ça fait bien 100%. Donc, si on résume, nous, on cherche U de 0,01. C'est le nombre tel que, entre ce nombre et son opposé, eh bien, entre les deux, l'air sous la courbe, c'est 99%. Donc, regardez, si je fais l'air de moins l'infini jusque-là, eh bien, j'ai cet air plus ce bout-là, c'est-à-dire j'ai 0,995. Donc maintenant, je connais l'air à gauche de U de 0,01. Et quand on connaît l'air, et comme on connaît les paramètres de la loi normale centrée réduite qui sont 0 et 1, eh bien avec la touche inverse normale, je vais pouvoir calculer l'abscisse qui me permet ici d'avoir une aire de 0,995. C'est tout de suite ce qu'on va faire. Alors, allons-y, je prends une calculatrice. Ici, j'ai fait avec une Casio, mais avec une TI, c'est exactement pareil. Je vais dans le menu Stat. Donc, je vais dans le menu Stat. Ensuite, je vais dans Distribution. Ensuite, je vais dans Normal. Et ensuite, je vais dans Inverse Normal. Pourquoi? Parce que quand on connaît l'air et qu'on cherche l'abscisse, c'est inverse normal. Le tail, ça veut dire la partie gauche par rapport aux abscisses. Donc, on a réglé le tail à gauche. On veut l'air. Donc, l'air ici, alors je vais descendre, la voilà, je veux une aire qui soit à gauche de ce que je cherche, c'est 0,995, donc 0,995, Enter. Les paramètres sigma, c'est bien 1, mu aussi, et je clique sur Enter, et ça me fait 2,57 et quelques. Si on arrondit, ça fait 2,58. Donc ça veut dire que ici, pour que l'air à gauche de ce nombre sous la courbe soit égal à 99,5%, eh bien, il faut qu'ici, on soit à environ 2,58. Donc, U de 0,01, ça vaut environ 2,58. C'est comme ça qu'on le détermine. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remplacer dans la formule. Donc, je remplace, si on vous affirme que P, il y a 15% de gaucher, ben P, c'est 0,15. U, si on veut travailler au seuil de 99%, ça veut dire que alpha c'est 1% et U de 0,01 c'est bien 1% ici, on l'a expliqué 2,58. Donc ici je mets 2,58, ici je mets P, 0,15, 1 moins P ça fait 0,85 et N c'est la taille de mon échantillon. Imaginons que j'interroge 100 personnes, et bien ça fera sur racine de 100. Voilà comment on détermine son intervalle de fluctuation. Alors, si vous faites les calculs, voilà ce que vous obtenez. Et faites attention, ici, comment j'ai obtenu cette valeur? J'ai calculé ceci, mais j'ai arrondi, comme c'est la valeur de gauche, toujours par défaut, on l'a déjà expliqué, et celle-là, je l'arrondis toujours par excès. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours avoir un intervalle légèrement plus large que celui qui est la valeur exacte, pour toujours avoir un intervalle de fluctuation au seuil ici de 99%, parce que ici ça veut dire qu'il y a 99%, la probabilité d'être à l'intérieur de cet intervalle, c'est 99%. Et donc si vous réduisez légèrement l'intervalle, vous avez moins. Donc si vous voulez que ce soit 99% ou plus, il faut légèrement ouvrir l'intervalle. Alors une fois que j'ai déterminé mon intervalle de fluctuation, ici j'ai travaillé avec n qui vaut 100, ça veut dire que mon échantillon sur lequel j'ai travaillé c'est 100, ça veut dire que j'ai interrogé 100 personnes. Imaginez que sur ces 100 personnes, il y en a 29 qui sont gauchères. Donc ça veut dire que la fréquence des gauchers c'est 29 sur 100, autrement dit 0,29. Et bien il n'y a plus qu'à regarder si la fréquence appartient ou pas à notre intervalle de fluctuation. Et donc là, on voit que 0,29, ça n'est pas dans cet intervalle. Donc on écrit que la fréquence n'appartient pas à l'intervalle. Et donc, on rejette l'affirmation qu'il y a 15% de gauchers dans la population. Mais avec un risque d'erreur de 1% de se tromper. Voilà ce qu'il fallait comprendre. Alors, faisons un deuxième exemple pour être sûr que tout le monde ait compris. Imaginons qu'on vous demande de trouver un intervalle de fluctuation au seuil de 97%. Mais 97%, ça correspond à 1 moins alpha. Donc si 1 moins alpha égale 0,97, c'est la première chose à écrire. Vous isolez alpha, et bien ça fait que alpha c'est 1 moins 0,97
97, c'est-à-dire 0,03. Première chose à comprendre, si on vous demande de travailler au seuil de 97%, ça veut dire déjà que alpha vaut 0,03. Et donc nous, il va falloir utiliser la même formule, sauf qu'il va falloir déterminer U de, pour appliquer cette formule P, on le connaît, N c'est la taille de l'échantillon, il y a juste à déterminer U de alpha. Mais U de alpha, c'est tout simplement U de 0,03. Alors, comme tout à l'heure, vous faites un petit schéma, vous tracez l'allure de la densité d'une loi normale de paramètre 0,1 sans trait réduite, et donc U de 0,3, c'est le nombre tel que, entre ce nombre et son opposé, eh bien, qu'est-ce qu'on est? Évidemment, ils sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, eh bien, on est 97%. Donc ici, on a exactement 97%, donc dans les deux aires qui restent à gauche et à droite, on a 3%, et donc on a la moitié de 3% dans chaque aire blanche ici et là. Et donc, si entre ces deux valeurs U de 0,03 et son opposé, j'ai 97%, eh bien, les deux aires blanches à gauche et à droite représentent 3%. Donc, chacune la moitié de 3%, c'est-à-dire 1,5%, c'est-à-dire 0,015. Et donc, si je cherche l'aire à gauche de U de 0,03, l'aire partout à gauche, c'est-à-dire de moins l'infini jusque-là, eh bien, j'ai l'aire qui est ici plus celle-là, et donc ça me fait 97% plus 1,5%, c'est-à-dire 0, je répète, 97% plus 1,5%, ça fait 98,5%, autrement dit 0,985. Donc l'aire qui est à gauche de ceci, ça fait exactement 0,985. Et donc avec ma calculatrice, en utilisant la touche inverse normale, je vais trouver l'abscisse qui est ici pour avoir une aire qui est égale à ceci. Et donc c'est ce que j'ai fait avec ma calculatrice. Le tail il est à gauche puisque je suis à gauche de cette valeur. L'aire c'est bien 0,985. Il n'y a plus qu'à appuyer sur Enter. Et voilà, on trouve que dans ce cas-là, U de 0,03 c'est 2,17. Et donc voilà comment on fait pour trouver U de 0,03. Et maintenant, pour être sûr de comprendre parfaitement, je vous conseille d'appuyer sur pause et d'essayer de retrouver comment on fait pour trouver le U de alpha quand on travaille avec un intervalle de fluctuation au seuil de 99%, savoir retrouver le U de alpha, et également quand on travaille au seuil de 97%, d'essayer de retrouver les U de alpha tout seul avec votre calculatrice pour être sûr de le maîtriser parfaitement avant de regarder la suite de la vidéo. Alors, dernière chose, si on voulait travailler au seuil de 95%, comme ce qu'on a fait dans la précédente vidéo, on va retrouver le 1,96. Regardez, ça veut dire que alpha, c'est le complément pour aller à 1, c'est-à-dire c'est 0,05. Donc on doit trouver, la question est, combien vaut U de 0,05? Je le fais assez rapidement, parce que je pense que vous avez compris. Je trace la courbe de la densité d'une loi normale sans trait réduite, et moi, ce que je veux, c'est chercher U de 0,05 et donc ça veut dire entre ces deux valeurs je dois avoir 95%. Et si ici on a 95%, et bien à droite et à gauche on a 5%, et donc ici on a la moitié de 5%, c'est-à-dire 2% et demi. Et donc l'aire à gauche de U de 0,05, eh bien c'est 95% plus 2,5%, c'est-à-dire 97,5%, autrement dit 0,975. Là, c'est la même chose que 97,5%. Et donc, j'ai repris ma calculatrice, toujours pareil, inverse normale, mais cette fois-ci avec 0,975. 0,975, je fais Enter. Voilà, et qu'est-ce qu'on trouve? 1,959, c'est-à-dire 1,96. Donc ce 1,96, c'est comme ça qu'on l'a calculé, c'est U de 0,05, donc ça, il faut bien en avoir conscience. Alors, je voudrais rajouter encore quelque chose de très important qu'on a déjà dit, c'est que pour pouvoir utiliser un intervalle de fluctuation, il y a des conditions à respecter. Déjà que la taille de l'échantillon soit suffisamment grande, c'est-à-dire que n, on considère qu'il doit être supérieur ou égal à 30, ensuite que n fois p, P qui est ici par exemple, soit supérieur ou égal à 5 et que n fois 1 moins P soit également supérieur ou égal à 5. Donc avant de déterminer votre intervalle de fluctuation, vérifiez bien que ces trois conditions sont bien remplies. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Première chose à comprendre, c'est que si vous travaillez au seuil de 95%, vous avez déjà la formule avec le U de alpha qui est déjà calculé. Mais si vous ne travaillez pas au seuil de 95%, il faut savoir calculer le U de alpha qu'on a ici, exactement comme on l'a expliqué ici. Vous faites un schéma avec une loi normale sans trait réduite, vous regardez l'aire à gauche et ensuite vous utilisez votre calculatrice
avec la touche inverse normale. Voilà comment on calcule ce U de alpha. Deuxième chose à comprendre, à quoi sert un intervalle de fluctuation? Eh bien, il sert à vérifier une affirmation. Si je vous affirme que 15% de la population est gauchère et que vous voulez le vérifier, eh bien, vous prenez un échantillon de taille n et vous construisez votre intervalle de fluctuation avec cette formule ou avec celle-là si vous n'êtes pas au seuil de 95%. Et une fois que vous avez fait ceci, vous interrogez un certain nombre de personnes. La taille de l'échantillon c'est n, je le répète, et vous regardez la fréquence des gauchers. Si la fréquence des gauchers appartient à l'intervalle de fluctuation, eh bien vous acceptez l'affirmation qu'on vous fait, mais vous ne pouvez pas quantifier le risque. C'est-à-dire que vous pouvez vous tromper, mais vous ne savez pas quelle est la probabilité de se tromper. C'est ce que j'ai écrit ici. Quand f, la fréquence, appartient à l'intervalle de fluctuation, on accepte, mais on ne peut pas quantifier le risque. Par contre, si f sort de l'intervalle de fluctuation, ça veut dire que la fréquence s'écarte trop de la proportion indiquée. Et dans ce cas-là, on rejette l'affirmation. Mais là, on peut quantifier le risque. Le risque, si vous travaillez au seuil de 95%, vous avez 5% de rejeter à tort l'affirmation. Mais vous avez 95% de chance de la rejeter avec raison. Et si, par exemple, vous travaillez non pas au seuil de 95%, mais vous travaillez au seuil de 99%, si ça sort de l'intervalle de fluctuation, eh bien, le risque de rejeter à tort n'est plus que de 1%. Donc, travailler avec un autre intervalle que 95%, ça vous permet, par exemple, de changer le risque de rejeter à tort. Par exemple, de le diminuer. Voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.